Bonjour Denise, bonjour Henri-Paul. Bonjour, M. Attier. Bonjour, M. Attier. Madame, Monsieur, bonjour. Nous voilà rendus au terme de notre programme, une série de 20 émissions ayant pour titre « Technique picturale ». Tout le long de ce programme, je me suis efforcé de rester dans le cadre et l'esprit du sujet qui m'a été confié. Sans trop faire de digression, quoique l'envie de parler de la peinture moderne ne manquait pas. Ainsi, nous avons traité du matériel de l'artiste, crayons, pinceaux, toiles, couleurs, et expliqué leur usage. Nous avons montré quelques trucs et défini quelques termes du métier. Nous sommes sortis de l'atmosphère ascétique de notre atelier et nous avons été en pleine nature à la recherche du motif. Nous avons appris comment le choisir, le mettre en page, le composer, l'ébaucher, mettre nos premières couches après avoir composé notre palette, expliquer les différentes couleurs et leur mélange. Tout ceci nous a amené à voir comment vernir une toile, la signer et lui donner un titre, l'encadrer. Le fruit de notre besogne se trouve là devant nous. Je vais tout d'abord vous montrer ce tableau que nous avons verni la dernière fois et que nous avons encadré. Alors, regardez qu'est-ce que ça donne. Vous l'avez vu à la dernière émission, non encadré, non verni, et là, vous l'avez encadré et verni. Évidemment, le vernis, quel effet peut-il avoir? Peut-il donner le vernis? Il va approfondir les ombres et faire éclater les couleurs qui sont dans la lumière. C'est-à-dire, il va donner plus de profondeur pour les ombres. Et quand les ombres ont une certaine profondeur, c'est la couleur qui s'approche. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième tableau qu'on a ici. Vous vous rappelez, ce tableau-là, nous l'avons ébauché devant vous, nous l'avons composé, mais au préalable, nous avions fait une petite esquisse. Cette esquisse que vous avez ici, elle est au pastel, celle qui est là. Eh bien, le sujet, ça comportait un visage, une nature morte et quelques fleurs ici. J'ai pensé que pour faire un tableau où il y ait plus d'éléments, qu'il y ait beaucoup plus de composition, de matériel, d'éléments qui le composent, j'ai pensé faire le tableau de cette façon-là. C'est-à-dire, pour composer un tableau, bien entendu, il faut, comme je vous ai expliqué, les lignes horizontales, il faut les lignes verticales, il faut les lignes obliques. C'est tout ce que j'ai essayé de chercher dans ce tableau qui ne se trouvait pas là. Vous avez la nature morte, vous avez un pot de fleurs, vous avez le visage. Ici, vous avez une main. Une main doit tenir quelque chose, mais elle ne tient pas encore parce que je ne sais pas quelle couleur mettre ici qui s'accorde. Dieu sait combien de temps ça va prendre pour sécher, pour que je puisse reprendre mon sujet. Eh bien, dans ce tableau-là, comme vous le remarquez, nous avons des couleurs stridentes, des couleurs très fortes. Vous avez la nature morte ici, une assiette qui est plate, qui est vue de haut. Vous avez ici un verre qui est vu de côté. Chaque objet peut être vu. L'œil peut regarder d'ici, peut regarder de là, et tout change. Voyez-vous, comme ça, c'est difforme, ça, c'est différent, il est vu de plat. Celui-ci, il est un peu croche. Il va du côté gauche. Pourquoi? Parce que la main aussi va du côté gauche. Il faut que le sujet prenne la direction. Et celui qui va me dire, mais votre verre, il va tomber, il va dégringoler.
oh, je peux lui assurer qu'il va rester ça tant que le tableau est là, il ne bougera pas. Bon, alors ici j'ai employé toutes sortes de choses. Vous avez du travail à la spatule, vous avez du travail avec le pinceau, beaucoup de couleurs. Encore, vous avez ici une surface qui est lisse. C'est pour montrer que dans un tableau, c'est des hauts et des bas. Tous les éléments peuvent y pénétrer. Maintenant, vous avez remarqué que je n'ai pas fait d'abstrait. L'abstraction, c'est quelque chose qui est difficile à envisager. L'abstraction. Pourquoi? Parce que l'abstraction n'est pas un départ, l'abstraction est un aboutissement. On aboutit à l'abstraction. Et ceux qui font de l'abstraction, ils sont généralement des élus, des dieux. Ce sont des petits génies. Tandis que les autres, ça va être une catastrophe pour eux. Donc, envisager l'abstrait, c'est quelque chose de très, très difficile. Maintenant, quelle serait, à moi, mon opinion vis-à-vis de l'art abstrait? Eh bien, l'art abstrait a commencé avec les cavernes et il s'est terminé avec le travail de Mondrian et Malevich, le sommet de la pyramide. On arrive au sommet de la pyramide et à ce moment-là, on ne peut songer qu'à descendre. Et parce qu'on ne peut plus aller plus loin, on est arrivé à zéro. Que faut-il faire? Donc, dans ce cas-là, le problème suppose que l'on prend Malevich et Mondrian comme point de départ et essayer, sans perdre leur acquis, de revenir à la peinture figurative. Autrement dit, dans quelle mesure peut-on, sans sacrifier l'abstraction, revenir à la réalité figurative? Celui qui aura trouvé ce moyen-là sera le Cézanne du XXIe siècle, chose que je souhaite à n'importe qui. Maintenant, pour exprimer et pour arriver, revenons à notre sujet ici. On est arrivé là à faire le tableau, il faut aller l'exposer ailleurs, c'est-à-dire il faut sortir de son atelier et aller le mettre dans une galerie, n'est-ce pas? J'ai préparé, à l'intention des téléspectateurs et de tous ceux qui empruntent cette voie passionnante et difficile à la fois qu'est la vie d'un artiste dans la société et en dehors de son atelier. Ma première recommandation serait de cultiver en vous votre propre personnalité. Pour la développer, ne conservez de votre formation classique que les disciplines essentielles. Approfondir les lois, les règles, les questions telles que la perspective, l'anatomie, le nombre d'heures, etc., peut devenir stérilisant et nuire à l'enthousiasme créateur, qui augmente sa science, augmente sa souffrance, disait l'autre. Ne devenez pas spécialiste en tel ou tel genre. Je comprends qu'en médecine, on se spécialise. Mais il y a aussi les omnipraticiens. En peinture et en art plastique, il faut être omniplasticien. Ne répétez pas souvent le sujet qui vous a donné beaucoup de succès. Tout le monde est d'accord que copier, c'est mauvais. Se copier et se recopier, c'est encore pire. Variez vos sujets. La nature est tellement riche et la réponse à toutes vos questions. Faites de la peinture comme tout le monde, si ça vous chante, mais ne ressemblez à personne. Vos tableaux sont accrochés au mur, vous voilà donc en pâture devant tout le monde. N'engagez jamais des discussions prolongées avec les visiteurs. Laissez de côté vos opinions et vos convictions artistiques. Elles ne sont que trop affichées sur les murs. Ne répondez jamais à une réflexion désobligeante devant vos toiles.
Et dites-vous bien que rien n'entend autant de bêtises qu'un tableau. Entre nous, il ne faut jamais dire à un imbécile que c'est un imbécile. Il ne le croira pas, bien entendu. Vous allez lui dire qu'il est très intelligent. Là, il va le croire. Et pourquoi? Parce que c'est un imbécile. Ne soyez pas déçus d'un petit nombre de visiteurs à vos expositions. Un écrivain a dit « Je préfère que mon livre soit lu 7 fois par une même personne plutôt qu'une seule fois par 7 personnes différentes. » Des critiques, vous en aurez certainement, de bonnes et de mauvaises. Les bonnes et les mauvaises ne doivent pas vous émouvoir, parce que les bonnes ne vous apprendront rien sur vous-même. Les mauvaises vont vous apprendre beaucoup de choses sur leur auteur. De la publicité, faites-en selon vos moyens. Certains parmi les artistes en usent et en abusent, et vont même jusqu'à en avoir un relationniste. Et pourquoi pas? Le bon Dieu lui-même soigne sa publicité lorsque tous les matins, tous les midis et tous les soirs, à l'heure de l'Angélus, il fait carillonner les cloches. Vous avez eu du succès, tant mieux. Je suis le premier à vous applaudir. Mais que cela ne vous enfle pas la tête. La vantardise n'exclut pas le talent. Ça, je l'admets. Mais elle peut le compromettre, par exemple. Ne fondez pas trop d'espoir sur une éventuelle carrière artistique lucrative. La richesse de quelques-uns ne doit pas camoufler ou cacher la pauvreté de presque tous. Peignez-vous pour l'argent? Vous êtes un artisan, pas un artiste. Travaillez-vous pour la gloire? Mais la gloire, ça vous donne mauvaise mine. La gloire, ça rend le teint jaune. Et si vous ne me croyez pas, essayez de surprendre une vedette, masculine ou féminine, à la descente du lit le matin, et vous m'en donnerez des nouvelles. Votre rôle d'artiste ici-bas, c'est de transmettre des émotions reçues. Ni plus, ni moins. Et comme le disait Paul Claudel, l'homme vient ici-bas pour dire une chose, une seule petite chose, en faisant tourner le reste autour. Je m'en voudrais de ne pas signaler cette vague envahissante qui déferle sur notre monde artistique actuel. On dit que l'art reflète l'époque. Et seul vraiment un art avant-gardiste, tel que nous le présente l'art d'aujourd'hui, pouvait convenir à la nôtre. Un art qui présente une image décomposée, mal digérée de notre temps. Les pièces qui nous exposent ne dépassent pas le stade de la banalité, du déjà-vu, de l'acte gratuit, souvent à la limite de la pauvreté intellectuelle, des fois de la démence. Degas a dit, l'art, c'est facile quand on ne sait ni dessiner, ni peindre, ni sculpter. Mais quand on sait, alors là, c'est autre chose. De nos jours, il est en effet beaucoup plus facile d'exposer quand on ne sait ni dessiner, ni peindre, ni sculpter. Et qu'est-ce qu'on expose? Que ce soit à la Biennale de Venise, que ce soit à la Biennale de Sao Paulo, de New York, à Montréal ou ailleurs. Ce qu'on nous montre, tenez-vous bien, ce que je vais énumérer est authentique. On nous montre un lit, une trappe à souris, un pouf marocain, des mannequins, une gerbe de blé mal ficelée, quelques branches vaguement aménagées, des bouses de vache. Ça, c'est authentique. C'était dans le pavillon brésilien à la Biennale de Venise en 1988. Accumulation de tuiles, de pavés, de bouchons, d'entonnoirs, de sacs à charbon, des mots, des morceaux de phrases, le tout baignant dans la prétention et la suffisance. Les critiques d'art, de leur côté, emboîtent le pas. Ils accordent leur violon en usant de ce jargon
moderne, prétentieux, obscur, pseudo-philosophique. Un jargon dont on a souvent le sentiment qu'il n'est qu'un cache-misère et le pauvre véhicule d'une pensée vague, sans rigueur et confuse et finalement insignifiante. Ils n'osent pas condamner l'art d'aujourd'hui. Pourquoi? De peur d'être pris pour ces hypocrites ou bien ces ignorants qui n'ont pas compris les impressionnistes d'antan. De peur aussi que cet art ne s'implante demain. Mais alors, il leur faudra réorienter leur position et reviser leur littérature. Et la jeune peinture suit, en s'imaginant que ce serait déchoir, tomber dans l'anachronisme, que de ne pas se mettre à la mode du jour. Rien ne se démode comme la mode. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le langage universel. En peinture, c'est éphémère, donc méprisable. Demandez à un jeune, que faites-vous? Je fais des recherches. Fort bien. Et vous? Moi, je me cherche, monsieur. Donc il est perdu. Et vous? Je cherche. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Une arme n'est nulle part plus dangereuse qu'entre les mains d'un impuissant. Les objets hétéroclites manipulés par les mains de ces artistes, sans base ni technique, qui font feu de tout bois, les emmènent irrémédiablement vers le gouffre. Ces suiveurs parasites éternels trouvent là une façade commode pour masquer leur médiocrité et pour dissimuler l'indigence de leurs moyens et de leur inspiration. Faute de talent, ils veulent nous faire croire qu'ils ont du génie. Et le génie de ce genre, ça, il y en a partout, c'est une monnaie courante et ça pullule dans tous les coins. Faut-il en déduire que lorsque l'artiste d'aujourd'hui fait tout pour se faire valoir et pour paraître exceptionnel, il devient au contraire insignifiant, commun et parfois vulgaire? Fort heureusement, le temps se chargera toujours de faire table rase de ces phénomènes de mode et la littérature complaisante et à voie parallèle des critiques d'art, comme le disait André Lotte, ne laissera aucune trace, mais aucune trace dans la marche des événements. Oui, mes amis, mon désir est de vous sauver de cette confusion qui sévit dans ce domaine. Résistez à toutes ces conventions, ces cuisines et ces amalgames. Ne faites pas de la recherche d'un genre personnel votre unique préoccupation. Dès demain, mettez-vous devant une toile blanche. Et dites-vous bien que tout ce qui ne sort pas de votre inconscient n'est pas authentique. Et tout ce qui n'est pas authentique n'est pas vrai. Et tout ce qui n'est pas vrai ne peut jamais être grand, être sublime. Ce qui manque à notre jeunesse d'aujourd'hui, ce ne sont pas des gens conscients de l'art, mais des gens inconsciemment artistes. Mesdames, Messieurs, d'un autre côté, je voudrais remercier les téléspectateurs et les téléspectatrices pour l'abondant courrier qu'ils m'ont envoyé. J'ai répondu à leurs questions dans la mesure du possible. Je voudrais présentement répondre à une question qui m'a été posée fréquemment et tout le long du programme, à savoir quelque chose sur mon curriculum vitae. Il est de votre droit, monsieur, madame, de le demander, et il est de mon devoir de vous le donner. Malgré qu'il soit toujours malaisé de parler de soi-même, eh bien, très brièvement, voici. En 1944, baccalauréat deuxième partie, philosophie, Liban. 46-48, 2 ans, Académie libanaise des beaux-arts, Beyrouth. Et comme le rêve de chaque étudiant, c'est d'aller à Paris faire les beaux-arts, je m'y suis rendu. Car en 48, 48-50, Académie Colarossi, Picard-Ledoux,
mon professeur, m'a appris le dessin. J'ai appris que Pellan est passé par Colarossi. Ensuite, l'Académie La Grande Chaumière, professeur Othon Friès, il m'a appris la peinture. Grande Chaumière toujours, Yves Braher, durant les 3 mois d'été. Il ne faut pas perdre son temps parce que l'examen, le concours pour l'admission aux Beaux-Arts s'en venait. Yves Braher, durant l'été, peinture. Zadkine, la sculpture, parce que c'est dans le programme. Et ensuite, Académie André Lotte. Il m'a initié à la peinture moderne. Mon concours a été réussi grâce à la note de modelage. Je suis entré aux Beaux-Arts et suis resté de 50 à 55. 5 ans. 3 ans, atelier Narbonne. 2 ans, atelier Brianchon. Entre-temps, l'école du Louvre, muséologie, histoire générale de l'art. Vitrail moderne avec Jean Crotty. Mes études terminées, j'ai voulu émigrer aux États-Unis. Et j'ai transité par le Québec et par le Canada, ça allait direct. Alors, comme dit la chanson, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné et m'y voilà encore depuis 35 ans. Arrivé à Montréal, 56, vitrail classique, atelier Ninkeri, et vitrail moderne, Vincent Poggi. En 1975, j'ai fondé l'Académie Wattier. Parlant de l'Académie Wattier, j'aimerais noter en passant que l'Académie Wattier, depuis nombre d'années, elle offre 2 bourses annuellement, d'une valeur de $700 chacune, et l'âge entre 18 et 35 ans. Le talent du requérant, sa situation financière sont des facteurs importants dans l'attribution de la bourse. Dans certains cas, le matériel d'artiste tel que couleurs, toiles et pinceaux sont également fournis en su. On m'a aidé quand j'étais jeune, je veux aider les jeunes. Quelles sont les matières enseignées? Eh bien, voilà, dessin sous toutes ses formes, peinture à l'huile, à l'acrylique, aquarelle, gouache, lavis, pastel, modelage, histoire générale de l'art, avec projection. L'Académie ouvre 2 sessions, automne, automne et printemps. La saison d'hiver, c'est les vacances. L'été également, les élèves travaillent chez eux, ils apportent leurs travaux. Alors, au début de la session, c'est là où on va critiquer, on va exposer leurs tableaux, les corriger à la rentrée. Bon. Maintenant, si vous voulez avoir des renseignements concernant l'école, ses activités et son programme, communiquez avec Jacques Attier, votre serviteur, au 669-4944. Je me ferai un grand plaisir de vous servir. Maintenant, comme toute bonne chose a une fin, je voudrais terminer, je voudrais remercier mes réalisateurs, Richard Fournier, Jean-François Drapeau, ceux-là même qui ont patiemment guidé mes premiers pas, hésitants et titubants, face à la caméra, sans oublier leur formidable équipe. Le tout supervisé par M. Charles Souxan. Et bien sûr, je voudrais remercier tout particulièrement Mme Cécile Millette, directrice de la télévision communautaire Câble 9, cette charmante dame qui a permis le passage de l'émission Technique picturale. Ceux qui feuillettent le programme du Câble 9, celui-ci, pourront constater la tâche colossale qui incombe cette charmante dame à l'attitude énergique et à l'allure noble. On a l'impression qu'elle nous fait vivre déjà le début du XXIe siècle, car de son savoir-faire et agir, on dirait qu'elle détient une avance de 10 ans sur son époque. Ceci n'est pas un compliment, c'est une confession. Mesdames, Messieurs, ce qui fait l'intérêt d'une émission, ce ne sont pas les conférenciers et les animateurs, mais ce sont les téléspectatrices et les téléspectateurs. Merci
d'avoir été assidus et nombreux. Votre courrier en témoigne. Au plaisir de vous revoir. Bonjour à tous. Merci.